Bonjour à tous, soyez les bienvenus donc dans ce webinaire proposé par la région Auvergne-Rhône-Alpes, 30 minutes pour mon e-commerce. C'est une série de webinaires qui a lieu tous les mardis à 13 heures et ce jusqu'à fin décembre. Donc nous allons vous présenter en une demi-heure des solutions concrètes et des outils pratiques pour votre entreprise. L'objectif ici, c'est de vous aider donc à transformer votre activité grâce au numérique. Aujourd'hui, notre intervenant Nicolas Baladier, spécialiste des solutions e-commerce, répondra à cette question: comment déposer votre marque? Il va vous présenter donc des solutions. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de ce webinaire sur le chat et nous vous répondrons donc à la fin de l'échange. Voilà, je vous souhaite un très bon webinaire et je laisse la parole à Nicolas. Oui, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va voir comment déposer une marque, et puis quelque part à quoi ça sert, et de voir aussi les autres formes de protection que vous pouvez avoir pour protéger soit un dessin ou modèle, soit déposer et protéger une idée ou une innovation. Donc on va être centré sur le dépôt de marque et de voir à quoi ça sert. Alors déposer une marque, déjà, je vais essayer d'éclaircir le débat. C'est assez simple dans l'absolu et on va voir concrètement pas à pas comment déposer cette marque. Vous pouvez faire appel à un spécialiste, on verra dans quelle situation ça peut avoir du sens, mais après vous pouvez aussi, en prenant un petit peu de méthodologie, vous pouvez tout à fait le faire vous-même. Donc aujourd'hui, on va voir comment déposer une marque. Alors déjà, pourquoi déposer une marque? Déposer une marque, c'est vraiment pour une entreprise la possibilité en fait de créer en fait une protection, ça veut dire protéger ses produits, les brander, les marquer au nom de cette marque, donc du coup de pouvoir se défendre par rapport à la contrefaçon ou simplement d'avoir un argument pour distribuer vos produits. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous créez une marque, même si ce sont on va dire d'autres personnes qui fabriquent les produits que vous allez distribuer dans le cadre de votre marque, après vous allez pouvoir mettre en place des contrats commerciaux, des contrats de distribution qui vont vous permettre en fait de structurer le business de votre entreprise et du coup de pouvoir avoir des arguments pour inciter, je dirais, des gens à distribuer vos produits, mais aussi en cas de soucis, c'est-à-dire de contrefaçon ou sur les places de marché en ligne de rattachement à votre fiche produit, d'avoir des arguments pour pouvoir prouver en fait que c'est vous le titulaire de la marque, donc c'est bien vous qui êtes à l'origine de ces produits, et du coup d'avoir des possibilités juridiques de vous défendre et de faire valoir vos droits. Donc on va voir qu'il y a des éléments donc du coup assez on va dire positifs qui permettent en fait de structurer et de développer le business et donc votre chiffre d'affaires, mais aussi des éléments de protection qui peuvent être vus comme des éléments on va dire sur un angle assez plus négatif. Alors l'idée c'est d'aller sur le site donc de l'INPI. Donc en France, l'institut qui vous permet de déposer une marque s'appelle l'INPI, l'Institut national de la propriété intellectuelle. Donc au titre de l'INPI, donc si vous allez sur le site donc inpi.fr, vous avez dans la partie procédure possibilité de faire différentes choses. Donc vous allez arriver sur un tableau qui va vous permettre en fait de lancer différentes, on va dire, moyens de protéger votre idée, vos produits, votre entreprise. Donc première chose, ça va être la partie marque que vous voyez en rouge. Donc c'est comment déposer, gérer et enregistrer une marque en France, vu que l'INPI c'est l'Institut national français. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros il y a des instituts nationaux dans tous les pays. Mais après, donc, une fois que vous avez enregistré votre marque en France, vous allez pouvoir l'étendre à l'international. Alors, imaginons que vous vendiez essentiellement en France et en Suisse. Et du coup, vous allez pouvoir étendre votre marque qui à l'origine est française à la Suisse, donc à un pays, ou l'étendre à une zone géographique plus grande du type Union européenne, ou après d'étendre votre protection aux États-Unis en ayant à faire un dépôt auprès de l'USPTO ou dans d'autres zones géographiques du monde. On va voir comment ça se passe. Donc, il y a la partie marque, mais il y a d'autres modes de protection. On va voir, il y a une partie brevet, c'est-à-dire que si vous avez une innovation et que vous êtes capable en fait de décrire cette innovation, en quoi votre procédé, votre process, il est innovant, vous allez pouvoir du coup déposer un brevet et vous pouvez le faire également par l'intermédiaire de l'INPI.
Et il y a d'autres formes de protection. Une autre forme s'appelle l'enveloppe solo ou l'enveloppe e-solo quand c'est en version électronique. C'est comment en fait prendre date. Ce que je veux dire, c'est que vous avez une idée, vous voulez déposer un concept parce que vous allez devoir le présenter à des interlocuteurs. Vous dites, même si je signe un accord de confidentialité, même si je fais différentes choses, je peux développer je peux en fait déposer une enveloppe solo auprès de l'INPI c'est quelque part une enveloppe cachetée quelque part là, en version électronique avec un document qui est dedans, où vous allez décrire par exemple votre idée, votre innovation, et du coup ça peut permettre de prendre date. Alors c'est surtout sur un angle défensif, c'est-à-dire à un moment donné vous avez une société qui vous attaque en disant vous faites la même chose que moi, c'est en contrefaçon de notre innovation, etc. Vous pouvez éventuellement, grâce à une enveloppe e-solo, montrer que votre idée ou votre produit, vous aviez eu l'idée en amont et vous pouvez le prouver. Donc ça, c'est un premier élément. Il y a d'autres éléments comme les IGP dans le domaine, on va dire, viticole ou tout ce qui est indication géographique protégée, etc., qui peuvent se déposer à ce niveau-là. On verra qu'il y a un autre point qui sont les dessins et modèles. Donc l'idée, c'est quand on est sur les dessins et modèles, c'est de pouvoir en fait du coup protéger vos dessins et modèles. Ça veut dire, imaginons que vous soyez en fait une créatrice de lampes. Vous dessinez des modèles de lampes, vous allez pouvoir du coup déposer les dessins en ligne, les enregistrer, les protéger pendant une durée donnée, qui peut être en fonction du l'angle de protection et du renouvellement, mais à minima de 5 ans. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir une vraie protection en fait de votre création, de votre propriété intellectuelle, qu'est le dessin. En l'occurrence, si on parle de création d'objets, par exemple, qui soient artisanaux ou industriels, passer par le dessin et modèle pour protéger. Et puis on va voir les marques. Alors là, si je me connecte, donc je me connecte en fait sur mon compte INPI Connect. Donc en fait, quand vous allez sur l'INPI pour enregistrer une marque, vous allez créer un compte assez facilement. Et puis par la suite, vous allez pouvoir du coup faire différentes choses. Donc l'idée, c'est que vous accédez là-dessus et vous allez pouvoir après décider de déposer une marque. Alors moi, quand je me connecte, on voit que j'ai 4 marques enregistrées. Et qu'est-ce que c'est qu'une marque quelque part? Alors, on va voir le récépissé ou le dépôt, ça va être différentes choses. Une marque, par exemple, là en l'occurrence, elle s'appelle Minorque Lifestyle. Donc, on a une activité de commerce dans le domaine du textile, de la maison, des produits de décoration. Donc, on a déposé différentes marques. Là, c'est une marque figurative où j'ai un logo quelque part, un Minorque Lifestyle. Et puis après, je vais avoir dans le dépôt des intervenants, un déposant, donc c'est ma société, un dépositaire, moi-même, je ne suis pas passé par un intermédiaire, vous avez des conseils en propriété intellectuelle, donc en fait vous pouvez soit déposer votre marque vous-même, soit de passer par un cabinet de propriété intellectuelle pour être accompagné pour déposer votre marque. Et après le signataire, donc moi-même en l'occurrence, sur le dépôt de cette marque. Quand on dépose une marque, on va devoir sélectionner ce qu'on appelle des classes de produits. C'est-à-dire qu'on ne dépose pas une marque et elle, entre guillemets, par défaut, elle vous protège sur tout type de produit. On est obligé de spécialiser des classes. Alors, c'est la classification de Nice qui définit en fait un certain nombre de classes. Et en fait, quand vous déposez une marque, vous allez devoir sélectionner des classes. Alors, à minima, une classe, et puis après, vous pouvez aller rajouter différentes classes. Donc là, en l'occurrence, moi, j'ai déposé donc cette marque Minorque Lifestyle sur la classe numéro 20 qui touche aux meubles, alors, et puis ça précise derrière les glaces, les miroirs, les objets d'art, les sièges, la literie, etc. En classe 21, tout ce qui a eu ustensile de ménage, ustensile de cuisine, et ainsi de suite. Vous avez tout le descriptif des objets ou des domaines dans lesquels ma marque est déposée. Et tout ce qui touche au tissu, aux couvertures de lit, au tissu à usage textile. Comme je l'évoquais, notre cœur de métier, c'est tout ce qui est linge de maison, linge de lit, produits de décoration. Donc là, on a déposé une marque sur différentes classes. Alors,
là, en l'occurrence, vous voyez qu'il y a pas, il y a peu de décoration, parce qu'en fait, on a différentes marques, on a 4 marques, comme je l'évoquais tout à l'heure, et donc on fait des choix en fait d'utiliser telle ou telle marque par rapport au domaine d'application et au domaine des produits en fait qu'on souhaite commercialiser. Si je clique sur ce document, je vais afficher le récapitulatif en fait du dépôt de marque pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça correspond. Donc en fait, c'est la marque donc enregistrée auprès de l'INPI. Vous avez un numéro d'enregistrement, vous avez un lieu, etc. Bon, vous avez le déposant, enfin toutes les infos pratiques. Vous avez après la partie logo que vous avez pu protéger, et puis après vous avez les classes. Et après, c'est enregistré en tant que avec une date, avec différents éléments. Alors au niveau prix, le dépôt d'une marque, ça coûte pas hyper cher, dans le sens, enfin, tout est relatif, mais une marque, là en l'occurrence, pour 3 classes, donc il y a une classe qui est intégrée, on dirait par défaut, on va dire dans le dépôt, vous êtes obligé de rattacher votre marque à au moins une classe, donc ça coûte 190 € pour le dépôt de base, et après j'ai rajouté 2 autres classes, au total de 3 classes, et donc chaque classe supplémentaire coûte 40 €. Donc on arrive à un total de 270 €. Donc là, c'est en le faisant moi-même, sans conseil, sans avoir recours à un conseil en propriété intellectuelle. Alors voilà un petit peu, on va dire, la partie comment ça marche. On va voir d'autres aspects par rapport aux marques. Alors, par rapport aux marques, ce qu'il faut voir, c'est que avant de déposer une marque et de savoir dans quelle classe, entre guillemets, elle va toujours être acceptée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérification en amont de voir si votre marque, elle est vraiment, elle rentre en antagonisme avec une autre marque, ce qu'on appelle une recherche d'antériorité. En fait, ce qu'il faut faire avant de déposer une marque, c'est de réfléchir au nom qu'on souhaiterait, aux classes sur lesquelles on souhaite la déposer, et après de faire une recherche d'antériorité. On va voir qu'il y a plusieurs facteurs qui sont à prendre en compte en fonction s'il y a une proximité phonologique, donc au niveau des sons, une proximité visuelle dans la façon d'écrire la marque, une proximité intellectuelle ou conceptuelle. Bref, il y a différents éléments qui sont à prendre en compte, et c'est pas parce que votre marque, entre guillemets, vous la retrouvez pas dans la façon dont vous l'écrivez que elle ne peut pas être, on va dire, faire l'objet d'une réfutation et d'une autre marque qui dit non, attention, je suis contre ce dépôt de marque parce qu'elle est trop proche de la mienne, et donc on va voir ces éléments-là. Donc il peut y avoir des éléments de similitude. Alors là, si on prend en l'occurrence, un exemple, c'est Echo. Soit Echo, en fait, il y avait une société qui écrivait E, 2K, O avec 2K inversés en symétrie, et il y a une autre société qui écrit ça, Echo, E, 2C, O. Donc on va dire que visuellement c'est différent, mais il n'empêche qu'au niveau phonétique, c'est la même chose. Et donc le tribunal décrète que c'est pas possible, que ces deux marques sont considérées comme similaires dans leur globalité de par la proximité, on va dire, phonologique. Donc ça, c'est un premier point. Donc imaginons que vous décidez de déposer la marque Coca-Cola, c'est pas parce que vous l'écrivez avec des K à la place des C qu'il n'y a pas une proximité. Donc même si, entre guillemets, vous avez pu la déposer via l'INPI, elle peut être réfutée et donc faire l'objet d'une contestation et donc être rejetée. Donc il y a des éléments, donc on a vu des éléments, malgré le fait que les éléments visuellement, on voit que c'est deux marques un peu différentes, les aspects phonologiques, la longueur aussi de la marque, la présence de caractères communs, le E et le O, bref, il y a différents caractères qui font que les tribunaux ont jugé que ces deux marques étaient similaires, et donc la deuxième se voit déboutée de son droit de marque par rapport à ça. Donc on a vu qu'il y avait des comparaisons phonétiques et auditives, écho ou écho, mais après il y a d'autres choses, il y a des comparaisons qui peuvent être conceptuelles ou intellectuelles. Là en l'occurrence, c'est deux marques, Weblog et Webox. Alors on peut se dire oui, bon d'accord, c'est quand même assez différent. Il n'empêche qu'il y a eu une demande d'opposition de la marque Weblog par rapport à Webox, et il a été considéré qu'il y avait une similitude entre ces différents signes.
parce que le côté distinctif était lié à la notion de oui, l'élément commun oui, l'élément distinctif par rapport à un mode de communication. Ça doit être deux sociétés qui sont dans le domaine de la technologie et d'Internet. Et donc, le oui était distinctif. Et même si on met bloc derrière ou box, ils ont considéré que c'était normal, il y avait trop de ressemblances conceptuelles. Donc, il fallait rejeter et accepter la demande d'opposition de la marque WeBlog par rapport à WeBox. Donc, après, il peut y avoir des éléments distinctifs, des éléments dominants. Donc, par exemple, si on prend cet exemple-là, EasyCamp et EasyCamp, donc EasyCamp IDE là avec des E, même si la deuxième marque a rajouté des éléments visuels distinctifs avec le camp en bleu, avec une baseline en dessous qui précise le produit, malgré l'élément visuel là, du tourbillon qui est rajouté, ils ont quand même considéré qu'il y avait que les deux marques étaient considérées comme similaires. Donc, les éléments figuratifs ne sont pas nécessaires, ne sont pas suffisants pour que le tribunal considère que les deux marques étaient trop proches l'une de l'autre et donc débouter la deuxième de son droit de marque et accepter donc la demande de la première de rejeter l'autre marque. Donc, ce que j'essaie d'évoquer là-dessus, c'est qu'il peut y avoir des proximités phonologiques, visuelles et qui sont très importantes. Donc, quelque part, quand vous déposez une marque, entre guillemets, dans l'absolu, vous n'aurez pas d'objection à le faire et vous allez pouvoir l'enregistrer auprès d'INPI. Mais c'est pas pour ça que vous n'aurez pas des sociétés qui surveillent les dépôts de marques et la proximité avec les marques qu'ils ont déposées et qui vont rejeter dans un délai donné, faire une opposition à votre dépôt de marque et donc vous devriez vous battre pour prouver que c'est possible. Donc, le bon réflexe, c'est en amont d'essayer vraiment de faire des recherches d'antériorité sur la base marque. Hein. Donc, quand vous allez sur le site de l'INPI, vous allez avoir, vous allez taper dans Google, vous allez taper base marque INPI et vous allez trouver donc sur le site de l'INPI la base marque et là vous allez pouvoir du coup à ces endroits-là faire des recherches d'antériorité et c'est pas parce que vous allez taper je sais pas EasyFlux par exemple j'ai trouvé une marque et vous aurez du coup des infos. Il n'empêche que imaginons que vous avez voulu écrire ça EasyFlux comme ça, alors je suppose qu'il va en avoir par exemple EasyFlux. Voilà, il y a 3 marques avec EasyFlux. Donc on voit que il peut y avoir pour un même nom plusieurs marques et déposées par des sociétés différentes. Là, il y a France Air, là, il y a Campbell Scientific, là, il y a Aquatlantis Production. Alors, quand c'est sur des produits et services différents, on peut donc du coup avoir, comme là en l'occurrence, 3 sociétés qui ont déposé la même marque, EasyFlux, sur des domaines assez différents. Mais après, peut-être que la société EasyFlux, IZI et celle-ci, EasyFlux, s'ils sont sur les mêmes produits et services, peut-être qu'il y a un conflit potentiel et ils auraient pu réfuter la deuxième société, celle qui a déposé le plus récemment, aurait pu être contestée par celle qui a déposé avant si ils avaient fait le travail de surveillance de marque. Donc ça veut dire que quand vous voulez déposer une marque, c'est important, c'est réfléchir à votre nom, aux classes qui ont du sens par rapport aux produits que vous voulez vendre, d'accord, ou distribuer, ou créer, ou industrialiser, et puis après, d'essayer de faire des recherches d'antériorité, mais pas uniquement sur la façon d'écrire votre marque, mais d'essayer de trouver toutes les similitudes, à la fois phonétiques, dans la structuration de la marque, pour essayer de voir s'il n'y a pas des marques sur les classes de produits dans lesquelles vous avez déposé vos produits, qui peuvent être proches de votre marque originelle. Un autre point, donc là on a vu ces éléments-là, donc ça c'est ce qu'on appelle la base marque. Donc là vous allez sur
vous tapez base marque INPI et vous allez accéder à un outil de recherche qui vous permet de taper, imaginons que vous cherchez de Minorque, je recherche, j'ai 8 entreprises qui ont le mot Minorque dedans, ou la marque Minorque, et donc après vous allez du coup pouvoir explorer. Il y a ma marque, mais Minorque Lifestyle, mais il y en a d'autres, la Minorque, etc. Et donc du coup de voir en fonction des classes, on se rend compte que voilà, il y a une marque Minorque qui a été déposée par la société Trigano, donc qui est une marque expirée. Donc quand vous déposez une marque, vous êtes protégé pour 10 ans. Après, vous allez pouvoir renouveler le dépôt. Vous allez pouvoir éventuellement l'étendre à l'international. Mais donc vous êtes protégé que par rapport à des classes de produits. Donc c'est pour ça qu'il faut bien regarder en fonction de comment s'écrit votre marque. S'il y a des marques qui utilisent les termes que vous utilisez et qui sont dans les mêmes classes de produits, vous pouvez vous dire attention, il y a un risque de conflit. Par contre, si les marques qui peuvent rentrer en conflit sont soit expirées, soit sont sur d'autres classes de produits que les vôtres. Par exemple, à l'occurrence, la Minor, qui sont sur les classes 35, 36, 37, 41, etc. Et donc, voilà. Du coup, c'est possible, en fait, d'avoir plusieurs marques en simultané qui sont sur des classes de produits différentes et qui cohabitent et dans lesquelles il y a pas de souci. Donc vous, ce que je vous encourage, c'est si vous voulez déposer une marque, c'est déjà de réfléchir à votre nom. C'est pas parce que le nom de domaine est disponible que ça veut dire qu'il n'y a pas de marque qui peut être déposée par rapport à ce nom-là. Ça veut juste dire que bon, c'est juste un indice, mais c'est tout. Le nom de domaine, c'est juste l'adresse quelque part, l'URL d'un site potentiel, mais c'est en rien un élément de propriété intellectuelle. Donc c'est comme votre adresse postale. Bon ben voilà, c'est juste une adresse. Ça vous donne aucun droit. Donc si, imaginons que vous décidez de créer une marque et vous vous rendez compte que Peugeot, je sais pas, Peugeot.tv est disponible. C'est pas parce que Peugeot.tv est disponible que vous avez le droit d'enregistrer le nom de domaine. Vous avez le droit de le déposer. Le nom de domaine, il n'y a pas de souci, s'il est libre et il sera accepté. Par contre, c'est pas parce que vous avez un nom de domaine que vous avez le droit d'exploiter cette marque-là. S'il y a une marque qui couvre, je dirais, votre champ de produits, si jamais vous n'avez pas déposé de marque, vous utilisez un nom de domaine pour votre site internet, par exemple, mais qu'au bout d'un moment, ils s'en rendent compte, ils peuvent faire un objet de contestation et donc vous demander des dommages et intérêts ou de retirer votre marque, enfin de rétrocéder des choses. Donc il est important de le faire en amont, même si voilà, vous n'avez pas déposé de marque, de faire une recherche en amont sur la base marque de l'INPI pour voir s'il n'y a pas des marques déjà déposées qui seraient en lien avec vos noms de sociétés ou de produits ou de marques, histoire de détecter d'éventuels conflits. Alors après, avoir une marque peut être intéressant et peut vous permettre derrière de créer des gammes de produits, d'avoir une vraie histoire à raconter et de pouvoir du coup distribuer vos produits, de faire référence à cette propriété intellectuelle dans vos contrats commerciaux, dans les contrats de distribution, et donc c'est un actif de votre société. Ça veut dire que derrière le fait de créer des produits, même si vous ne les fabriquez pas, de les brander, de les marquer avec votre marque, de créer un flux de business, à un moment donné, même dans le cadre de la cession de votre entreprise ou dans le cadre d'accords commerciaux, c'est une vraie valeur qui se justifie et qui peut être monétisée et qui peut donner plus voilà, qui peut contribuer à la valorisation de votre société. Donc ça, c'est un point qui est important. Donc on a vu différentes choses et donc en fait quand vous allez sur la base marque, là, comme je l'ai fait, si je prends l'exemple de la Minorque, si je clique dessus, vous allez du coup pouvoir, enfin on peut accéder du coup à différents éléments, on peut partager, on peut marquer les produits et après on peut normalement de mémoire télécharger ou accéder au dépôt, voilà, au dépôt de la marque. Donc là, la Minorque, je sais que le déposant,
c'est GDP Vendôme, d'accord, le mandataire, etc. Et donc, on sait que c'est une marque expirée qui a été déposée en 2005 avec à l'INPI de Grenoble, etc., avec la classification d'origine et les produits sur lesquels elle s'est positionnée au démarrage. Bref, donc cette base marque, elle vous permet du coup de faire des recherches d'antériorité et notamment par rapport à des sociétés françaises. Voilà. Si vous décidez d'étendre une marque à l'international, après, vous pouvez passer par l'INPI et donc accéder aux différents éléments via l'INPI. Donc vous allez à ce niveau-là et je décide d'étendre ma marque à l'international. Donc j'ai une marque française, comme moi en l'occurrence, et après je peux demander du coup une extension à l'international à partir de cet élément-là. Je vais faire une recherche et donc derrière vous allez étendre vos marques sur des pays ou des zones de pays. Ça peut être par exemple l'Union européenne, ça peut être le Japon, ça peut être ce que vous voulez. Et donc, du coup, à partir de votre institut français, vous allez pouvoir faire une extension internationale. Alors, en gros, en fonction du nombre de classes, etc., mais une extension, par exemple, au niveau européen, pour une classe, ça va coûter 850 €. Et après, la deuxième classe, ça va être 50 € supplémentaires. Et toutes les classes d'après, imaginons que vous déposez 3 classes, ça va coûter 850 € plus 50 et après plus 150 € à partir de la troisième classe sur toutes les classes de produits que vous souhaitez protéger. Quand vous allez sur le site de l'INPI, vous verrez, il y a cet élément-là, il y a des tutoriels vidéo. Donc vous avez accès à toute votre historique d'échange avec l'INPI sur votre dépôt, les réponses qui ont été faites, différentes choses, mais vous avez aussi des aides. Et là, par exemple, je tape sur les tutoriaux, déposer une marque internationale en français, et là, ce tutoriel vous allez accès l'enregistrement d'une marque internationale avec le portail des marques. Voilà, à des vidéos. Donc, pour vous, ça peut être intéressant. Donc, vous pouvez tout à fait vous enregistrer à l'INPI, donc ouvrir un compte, ça ne coûte rien. Et puis après, du coup, explorer par cette intermédiaire-là les différentes ressources en vidéo ou en PDF pour avoir des informations complémentaires. Par exemple, quand vous déposez une marque avec un logo, en fonction s'il est en noir et blanc ou en couleur, il va y avoir des frais qui peuvent être différents. Il y a des problématiques particulières dès qu'on veut étendre une marque internationale à l'US, par exemple aux États-Unis, donc via l'USPTO. Bref, en fonction de ce que vous voulez faire, vous avez des ressources qui sont possibles. Voilà, on a fait un petit tour de piste. Ce que je vous propose, c'est de répondre à vos questions parce que je pense que c'est là-dessus on va pouvoir aussi creuser et préciser certains points. Oui, merci Nicolas. Alors, donc la première question c'était, pouvez-vous préciser le coût de dépôt d'une enveloppe solo? Bonne question. Je sais plus ça. Là, attendez, je vais rechercher parce que ça fait longtemps que je n'avais pas déposé. C'est vraiment quelques dizaines d'euros. Je vérifie parce qu'avant on pouvait les déposer même en version papier. 15 €. Voilà, j'ai vu passer, je crois. e-solo, parce que maintenant c'est que en ligne. Je crois que j'ai vu passer ça quelque part. De mémoire. C'est 15 € l'unité. Mais l'enveloppe solo, c'est un peu comme si vous faisiez, vous racontiez votre idée d'innovation ou de projet, etc. Vous l'enfermez dans une enveloppe, vous le déposiez chez votre notaire. C'est certifié qu'il a reçu telle enveloppe cachetée à tel moment, etc. Ça sert juste à pouvoir en fait quelque part se défendre mais c'est pas un élément de protection. On va dire positif et offensif. C'est vraiment plus un aspect de pouvoir prendre date et se défendre éventuellement s'il y a quelqu'un qui après considère que vous effectuez une contrefaçon de son idée ou de son concept à lui. Alors, on nous dit, j'ai entendu parler que en tant que copie ou marque, l'antériorité pouvait faire foi malgré un dépôt. Alors,
C'est-à-dire que alors, si quelqu'un a déposé une marque, mais que vous allez arriver à prouver l'antériorité, éventuellement, Mhm. oui, vous pouvez vous défendre. Donc ça, c'est un point, ouais, un point qui est important. Mais du coup, pour pouvoir prouver une antériorité par rapport à un dépôt, voilà, il faut avoir des éléments tangibles. Donc des éléments tangibles, ça peut être cette enveloppe solo ou d'autres éléments. Euh, et c'est souvent une question qu'on se pose quand on a un projet et qu'on doit en parler à un moment donné à différents partenaires. On se demande comment, voilà, est-ce que je peux divulguer, est-ce que je peux parler de mon projet derrière et est-ce que je vais pouvoir protéger quelque chose. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour un brevet, si vous en parlez en amont, normalement, la protection par brevet est pas possible. Donc, il faut faire très attention en fait en fonction de ce que vous voulez faire et de l'angle de protection. Après, sur la marque, ça va très vite de protéger une marque. On a vu que ça coûtait pas très cher, donc voilà, ça peut être utile et vous pouvez tout à fait déposer, que ce soit un dessin ou modèle ou une marque, en tant que personne physique. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une société morale, enfin une société, pour déposer un dessin ou modèle ou un nom de marque. Donc ça peut être fait en amont, quelque part, de la création d'une société, par exemple. Merci Nicolas. Alors, est-ce que tu sais le coût d'un conseil en propriété intellectuelle? Alors, ça, c'est voilà, c'est des prestataires, donc c'est chacun fait quelque part son prix. Donc, en fonction de ce que vous lui demandez, est-ce que le gros du travail, ça va être une recherche d'antériorité, euh, donc par rapport à la marque que vous voulez déposer, pour être sûr qu'au moment où vous déposez la marque, il n'y a pas de conflit potentiel parce que avec trop de similarité phonologique ou autre. Souvent, ça va être quand même quelques centaines d'euros. Alors, on va dire, je sais pas, mais on va dire souvent la prestation, elle risque d'être entre 500 et 1000 euros. Mais comme ce sont des indépendants, chacun fait son tarif et peut-être que vous allez trouver un qui va vous le faire à 400 euros et peut-être un va vous le faire à 2000 euros. Chacun est libre de son tarif. Autant l'enregistrement, c'est par l'INPI et donc il y a des critères, c'est calé. Autant après, le conseil en propriété intellectuelle, c'est lui qui fixe ses tarifs et donc là, c'est variable. Alors, est-ce que tu as une recommandation pour le dépôt d'un dessin original? Donc, c'est précisé hors brevet, archi, dans le domaine de l'art. Est-ce qu'il faut faire des enveloppes solo ou il faut avoir une marque qui a la propriété du dessin artistique? Alors, le dessin, je pense qu'il faut passer par les. Alors, en fait, pour moi, il y a deux choses. Il y a la partie dessin et modèle et la partie marque. Donc, si vous voulez déposer un dessin, vous passez par le portail dessin et modèle. Alors, il y a des petites caractéristiques hein, du dépôt, de la prorogation, etc. Il y a des contraintes en fait en termes de fonds, de différentes choses, il faut passer par là et vous pouvez tout à fait avoir d'abord un dépôt de dessin et modèle qui va vous protéger, alors en fonction si c'est enregistré, pas enregistré, en gros pendant 5 ans. Et puis après, de compléter ça par un dépôt de marque. Imaginons que vous soyez architecte, que vous fassiez des dessins de, je sais pas, de chalets, de montagne, n'importe quoi, ou de maison. Bon, bah, vous pouvez déposer en dessin et modèle, et puis après, de protéger une marque qui va être votre marque sur laquelle vous allez commercialiser bah, vos plans ou commercialiser des projets clés en main. Et donc, c'est deux choses un peu différentes. L'enveloppe solo, c'est vraiment c'est juste de prendre date quelque part, comme si vous alliez déposer une enveloppe chez un notaire qui vous tamponne et qui vous dit oui, oui, j'ai bien reçu cette enveloppe-là, je le mets dans un coffre-fort et si jamais à un moment donné vous avez besoin de prouver que vous avez déposé un contenu dans une enveloppe à telle date, ben, devant un juge, on peut ouvrir l'enveloppe et regarder ce que contenait l'enveloppe à la date donnée et donc prouver une antériorité par rapport à une marque qui contesterait votre droit d'utiliser tel ou tel élément figuratif ou tel projet ou idée.
Et alors, par rapport à ces dessins et modèles, est-ce que tu as une notion de coût? Alors, bonne question. Alors, vous allez pouvoir déposer, une notion de coût, vous allez l'avoir. Euh, alors, moi, j'ai jamais déposé de dessin et modèle, j'ai fait tout le reste, sauf dessin et modèle. J'ai déposé des brevets, alors, dépôt de dessin et modèle, c'est pas très très cher, c'est moins cher que les marques de mémoire. Alors, on va dire prix. Vous allez le trouver normalement facilement. Alors, c'est parce qu'en fait, on peut déposer plein de dessins en même temps. Alors, dessin et modèle, toc, 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 60 €. Voilà. Ah non, pardon, c'est renouvellement de marque, pardon, autant pour moi. Euh, Dessin et modèle, blablabla, des trucs que j'ai jamais déposé. Voilà, vous allez voir, hein, sur l'INPI, vous le trouverez, facile. Le tarif des dessins et modèles. Ah, attendez, je vais le. Bah, sinon, la personne, elle m'envoie un petit email, tu indiques mon email et je lui enverrai le lien avec. Parce qu'en fait, on peut protéger en même temps plusieurs dessins, etc. Et donc, je lui enverrai la page où il y a les éléments de tarif sur les dessins et modèles. D'accord. C'est toujours. Alors, des fois, c'est un peu. Des fois, c'est en faisant la démarche. Blabla, débuter le formulaire. Ouais. Paiement, alors attendez, je regarde s'ils me le mettent ici. Des fois, c'est pas toujours hyper et ça bouge. Et des fois, ouais, je peux pas y aller. Euh, le plus simple, c'est de donner mon mail et je l'enverrai. Il faut que je recherche exactement. Comme ça concerne que quelques personnes. Ok, bah je vais mettre ton mail. A Alors, priori, je voyais, alors, ça peut changer, mais je crois que c'est 39 € en 2019, mais bon, il faut que je vérifie en 2021. C'est l'ordre d'idée, hein, de toute façon. C'est quelques dizaines d'euros. De mémoire, c'est 39 € par dessin. Ouais. En 2010, ouais, c'est réactualisé 20 juillet 2021. Donc il y a des chances que ça soit actif, mais je préfère vérifier. C'est mhm. 39 €. Ok, bah j'ai mis ton mail dans le chat. Après, nous avons dans quel délai une marque peut s'opposer à mon dépôt? Alors, il y a un délai effectivement. Alors, il y a un délai, puis après il peut y avoir une contestation. Donc le délai, il est de mémoire de 6 mois. Euh, et après, par contre, c'est pas parce que ce délai est passé que tout est. Voilà. Après, vous pouvez avoir. Moi, j'ai eu le cas avec un dépôt de marque. C'est une société que je crée. J'étais très jeune. Et avant même que la société soit immatriculée, on avait à l'époque France Télécom qui nous a fait une contestation. Et on a reçu un truc de leur avocat avec des centaines de pages, simplement parce qu'il y avait à l'époque, c'était Cartoo, Kartoo, et eux, c'était Tatou, Tato. Les produits faisaient pas du tout la même chose. D'un côté, France Télécom, c'était un pager qu'on avait à la ceinture. Moi, c'était un moteur de recherche à interface visuelle. Il n'empêche que parce qu'il y avait quelques lettres en commun, ils contestaient le dépôt de marque. Alors, on s'est défendu, on a gagné, mais à l'époque, voilà, on a payé 1500 € de frais d'avocat, on a fait différentes choses. C'est juste pour dire que voilà, c'est important en amont d'essayer de déminer les problèmes. Et en toute bonne foi, vous pouvez avoir après des contestations, mais qui peuvent être légitimes ou illégitimes, hein, justifiées ou injustifiées. Ça dépend à chaque fois. Un autre point, alors si pour ceux qui vendent sur les places de marché, par exemple, si vous avez une marque, par exemple, si on parle d'Amazon, ils ont un système qui s'appelle l'Amazon Brand Registry qui permet en fait d'enregistrer votre marque. Donc, si vous avez une marque déposée alors à l'INPI ou dans un autre institut de propriété intellectuelle, quel que soit le pays du monde, vous allez du coup pouvoir protéger votre marque sur la marketplace et du coup euh, pouvoir facilement, enfin beaucoup plus facilement, lutter contre des contrefaçons ou lutter contre des personnes qui se rattachent à votre fiche produit et qui disent commercialiser le même produit. Là, vous pouvez prouver que votre marque, elle est à vous, que telle société ou telle personne, vous la connaissez pas et qu'elle n'a pas de droit du coup à distribuer en fait des produits sous votre marque.
Et donc, Amazon, automatiquement, après, quelque part, interdit à la vente ces vendeurs. Donc ça, c'est un point qui peut être important. On parle aujourd'hui pas mal de contrefaçon. Donc, du coup, le fait de déposer une marque, d'être ce qu'on appelle avec un anglicisme, un private label, donc avec votre propre marque, ça vous permet aussi de vous protéger sur la vente sur les places de marché et du coup de pouvoir argumenter auprès de la place de marché le fait que vous êtes le titulaire de la marque et qu'en rien vous connaissez telle ou telle structure et que ce ne sont pas vos produits et qu'ils n'ont pas le droit de distribuer. Donc, du coup, ils vont être interdits de vente par rapport à votre marque. Donc, c'est un moyen de protéger aussi votre business, votre activité commerciale. Alors tout à l'heure tu parlais de étendre sa marque, mais quand on cherche sur la base de l'INPI, est-ce que ça se restreint à la France ou est-ce que ça inclut toutes les marques protégées à l'international? Alors au début, quand on fait une recherche, on est pour déposer une marque française, on fait une recherche sur la France. Après, ça veut dire que si vous faites une demande par rapport à la France, ça va rechercher en France. Et après, vous avez un délai, vous avez 6 mois dans lesquels vous avez une priorité, je dirais, quelque part, à partir du moment où vous avez enregistré une marque dans un des pays, comme la France, si vous faites une demande dans un autre pays, etc., et vous aurez un droit de priorité. Mais il n'empêche que vous pouvez avoir une marque qui est déposée en France tout à fait légalement, et puis à un moment donné, vous décidez, tiens, vous avez une opportunité de business, n'importe quoi à Hong Kong, et se rendre compte que c'est pas possible en fait d'utiliser cette marque-là par rapport aux classes de produits parce que la marque est protégée à Hong Kong. Donc voilà. Donc la recherche d'antériorité, elle se fait en fonction d'où vous voulez déposer. Donc après, vous pouvez déposer en France, mais comme vous pouvez faire une recherche, il y a l'OMPI, l'Office mondial de la propriété intellectuelle, l'EUIPO pour l'organisme européen. Bref, il y a différentes strates. Donc après, en fonction, je dirais, de votre zone géographique dans laquelle vous allez vendre vos produits, il faut faire une recherche d'antériorité en fonction des pays qui ont du sens pour vous en termes de business. Alors c'est vrai que les Français, souvent, on commence par la France et puis après, on regarde en fonction de l'international où on veut aller, où on peut étendre sa marque. Si votre marché prioritaire est les États-Unis, il faut faire une recherche sur l'équivalent de l'INPI américain, l'USPTO, pour voir du coup est-ce qu'il est possible de déposer une marque sous ce nom-là et donc du coup d'avoir une stratégie, coordonnée dès le départ si votre marché majeur est les États-Unis par exemple. Merci. Alors après, par rapport toujours l'enveloppe solo, avant de déposer une enveloppe solo, comment savoir si quelqu'un n'a pas déposé une même enveloppe sur le même sujet avant moi? C'est ça, c'est ce que j'ai demandé. Aucun moyen. C'est-à-dire qu'une enveloppe solo, c'est vraiment, je dépose quelque part un pli, je prenais l'analogie avec un notaire, je dépose un pli cacheté et le notaire, il le met dans un coffre, ça revient à la même chose en version électronique. Donc, vous n'avez aucun moyen de savoir, il n'y a pas de bureau d'enregistrement des enveloppes solo avec le thème, les dates, les possibilités de recherche, etc. Ah ouais, tu penses que... Ok. Tout à l'heure, oui. Au niveau d'un protégé, donc une forme, un objet, donc un dessin ou modèle à l'INPI, avec la notion du coût, voilà, en fait, il y a un dépôt classique qui est à 39 €. Il y a des prorogations en fait prolongées et un dépôt simplifié à 38 €. Bref, voilà. Est-ce que tu as vu dans les lettres déposer un dessin. D'accord. Et tu disais le dépôt d'une marque, c'est 10 ans, c'est ça? C'est 10 ans, ouais, tout à fait. Et après, on peut prolonger, renouveler la marque. Alors, quelle est la différence entre déposer une marque et déposer une entreprise sur le site INPI? Que c'est possible déjà? Alors, déposer une entreprise, alors qu'est-ce que sur l'INPI, en fait, c'est une entreprise. Alors non, oui, pardon.
Alors là, c'est marqué déclarer une formalité d'entreprise. Ça veut juste dire qu'il y a des conseillers en propriété intellectuelle qui font des dépôts pour leurs clients. Donc eux, ils passent par entre guillemets Ils vont faire de la casse. agence et ils vont pouvoir déposer pour la marque Feb, pour la marque Coca-Cola, pour je sais pas qui, des marques ou des brevets ou différentes choses. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle les mandataires. Et donc les mandataires en propriété intellectuelle, c'est pour les professionnels. C'est-à-dire que si vous prenez un conseil en propriété intellectuelle pour lui demander de déposer une marque à votre nom, lui passera par là. Vous passerez par déposer, gérer, enregistrer sa marque française. Est-ce que du coup l'INPI dispense des conseils gratuits et sinon quel organisme peut faire de la veille pour voir par exemple s'il y a un concurrent qui arrive sur le marché avec un nom similaire? Alors, donc il y a deux volets dans la question. Alors, l'INPI a des bureaux et a des représentants en région. Il est en général possible d'avoir des rendez-vous. Alors, ils ont des plannings de rendez-vous, alors soit dans des structures partenaires, je dis n'importe quoi, des chambres de commerce, dans un pôle de compétitivité, etc. Enfin bon, ils organisent sinon, vous pouvez les contacter pour les rencontrer et avoir on va dire un conseil de premier niveau sur comment protéger votre marque, votre idée, votre innovation, etc. Donc ça, c'est possible. Après, sur la surveillance, en fait, par rapport à une marque, ça veut dire qu'en ligne, vous allez, quand on dépose une marque, idéalement, il faut surveiller un peu ce qui se passe. Et donc là, les conseillers en propriété intellectuelle ou certaines structures vous proposent en fait de faire de la veille sur on va dire sur les classes de produits, sur les types de produits que vous voulez que vous commercialisez, faire de la veille pour vous et vous alerter dès qu'il y a des marques qui se positionnent sur des produits similaires ou qui déposent des marques proches de votre champ d'action. Donc là, c'est des services proposés en général par des structures et notamment des cabinets de propriété intellectuelle qui font pas que de l'enregistrement de marques, du dépôt de marques, mais peuvent mettre en place des actions de surveillance et de veille pour vous alerter et du coup pouvoir faire dans les temps ce qu'on appelle opposition et nullité d'échéance, etc. Donc là, vous avez en fait, par rapport aux différents projets, possibilité de faire une opposition ou une demande de nullité par rapport à une marque, etc. Donc ce qu'on appelle former opposition. Donc vous pouvez le faire en ligne, mais il y a des cabinets, des structures qui font de la veille pour vous, qui ont des systèmes de recherche par rapport aux bases de données de l'INPI, et en fonction des critères qu'ils ont rentrés en lien avec votre marque, vos produits, vos classifications, etc., peuvent vous alerter de l'arrivée de nouvelles marques, de nouveaux compétiteurs en lien avec votre domaine. Voilà, c'est un service, un coût. Ça, il faut à vous de voir. Merci Nicolas. Alors on va faire une dernière question. Une entreprise m'a fait une demande spécifique d'un produit que j'ai entièrement conçu, au même titre qu'un designer. Est-ce que je peux prétendre au droit à la conception de ce design de produit? Alors, oui, tout à fait. Donc après, c'est de voir quel est le bon moyen parce qu'il y a l'aspect, on va dire, il y a différentes choses. Soit c'est le côté innovant, on va dire, du produit. Et donc là, ça peut passer par du brevet notamment. Soit c'est le côté visuel, esthétique, et là c'est dessin et modèle, ou le plan quelque part. Donc en fait, en fonction de votre choix, vous pouvez du coup déposer éventuellement l'un ou l'autre. Après, souvent, ce qu'on fait, c'est si jamais vous avez déposé, par exemple, un brevet, vous allez du coup pouvoir concéder l'exploitation d'un brevet à une société et être rémunéré au titre de royalties liées à la distribution de ce produit, même si ce n'est pas vous qui l'industrialisez, vous avez conçu le produit, vous l'avez protégé, et donc du coup, ça va permettre de faire un contrat de distribution basé
éventuellement avec une partie fixe et une partie en royalties, et de pouvoir négocier un intéressement aux revenus en fait générés par le produit. Donc effectivement là, dans un cas comme ça, dans ce que vous évoquez, je pense qu'il est utile de déjà se rapprocher éventuellement de l'INPI, hein, éventuellement du délégué de l'INPI dans votre région, ou d'un conseiller en propriété intellectuelle pour voir avec lui quel est le meilleur moyen de protéger votre création et de voir comment en fait cette protection peut aussi voilà, s'intégrer dans la distribution et de voir si vous cédez tous les droits en lien avec ce que vous avez créé ou versus vous cédez que des droits d'exploitation ou de commercialisation, ce qui permet de garder une propriété différente. Mais sur un cas comme ça, je pense qu'il est utile de se rapprocher de l'INPI ou d'un conseiller en propriété intellectuelle pour voir avec lui qu'est-ce qu'il verrait comme forme de protection pour essayer de se protéger au mieux, parce qu'à chaque fois il y a un coût, hein. Un brevet coûte beaucoup plus cher que déposer une marque, que déposer un dessin ou que déposer une enveloppe solo, hein, quelque part 15 €, 39 €, une marque, allez, on va dire pour faire simple, en fonction du nombre de classes, entre 200 et 300 € si vous déposez vous-même, et un brevet c'est plutôt je sais pas, à 5 000 €. Donc bref, en fonction de l'angle de protection et ce qui est possible de faire en fonction de votre innovation, donc il faut faire les bons choix en fonction du potentiel commercial, de l'investissement qu'il y a et des possibilités de propriété intellectuelle et de protection de cette propriété intellectuelle. Merci beaucoup Nicolas. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de questions, mais on a déjà largement dépassé l'horaire, donc on va conclure pour aujourd'hui. Donc, merci à tous en tout cas pour ces questions et on vous souhaite une bonne après-midi. Bonne journée. Merci.